Hello tout le monde, vous savez pas quoi jouer contre un E4, j'ai une petite solution qui pourrait vous plaire, c'est la défense Pirc, avec un combo qui est très sympa. Vous jouez la Pirc contre E4 et l'Est indienne contre D4, vous aurez souvent le même type de position, ça peut vous plaire. Alors, en quoi ça consiste la Pirc? Quels sont les grands plans? On voit ça tout de suite lors d'une partie pédagogique. Go! Ok, ici contre E4, on va jouer D6. C'est pas forcément une ouverture principale, parce que voilà, ça prend pas le centre. Je lui laisse ici les deux pions au centre. Mais mon idée ici, c'est cavalier F6. Et on va rentrer sur les terrains de l'ouverture qui s'appelle la Pirc. Et on continue avec G6. Donc ça, c'est la Pirc. Ça peut être intéressant si par exemple contre D4, vous êtes un joueur d'Est indienne. C'est assez cohérent d'avoir la Pirc contre 4. Parce que c'est un peu le même développement de pièces. Donc voilà, on fait fou G7. On met le fou en fianchetto. Et donc voilà, c'est pareil, hein, si vous jouez l'Est indienne contre D4, en fait le pion n'est pas en C2 mais en C4. Et quand le pion est en C2 au lieu de C4, c'est la Pirc. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être un répertoire assez cohérent si vous êtes un joueur agressif. Vous cherchez un truc contre E4 et D4, le combo Pirc Est indienne peut être pas mal pour vous. Ok, petit roc, on met le roi en sécurité. Ok, et ici on va continuer avec C6. Éventuellement préparer la poussée B5. Commencer à prendre de l'espace à l'aile dame, assez thématique dans la Pirc, et là on y va pour B5. Là déjà je menace B4, le cavalier qui doit bouger, et ensuite le pion E4 qui serait sans défense. Bon, il n'a pas joué la ligne la plus dangereuse contre la Pirc, je pourrais vous montrer après à l'analyse. Ici il a opté pour le système le plus classique on va dire, et le plus conservateur, mais pas le plus ambitieux. Fou E2 aussi un chouïa passif, hein. Je pense que le fou était mieux en D3, un peu plus actif ici. Alors E5, E5 c'est intéressant, je suis peut-être pas un grand fan de E5, parce que peut-être que le pion peut devenir faible, parce qu'il est trop avancé en E5. Je pense que c'est... Ok, il prend de l'espace, mais quand on prend de l'espace, il y a toujours la question de est-ce que, en prenant cet espace, on accentue le caractère un peu étouffant de nos pions qui avancent, ou est-ce que au contraire notre pion avance trop loin et finalement devient une faiblesse? Ici j'ai un peu peur que son pion soit éventuellement une faiblesse. Faisons par exemple cavalier G4. Ça accentue la pression sur le pion E5, en même temps je pose une question à ce fou, je menace de prendre la paire de fous. Bon aussi ce qui est pas mal avec la Pirc, c'est que souvent les joueurs n'ont pas de ligne contre la Pirc. Alors que si sur E4 vous jouez E5 ou si sur E4 vous jouez C5, la sicilienne, souvent les joueurs ils ont déjà un petit truc de près. Et donc voilà, vous surprenez un peu moins l'adversaire. Quand vous jouez la Pirc, en général, les gens ils ont rien contre la Pirc. Donc voilà, c'est pas mal pour surprendre. Ok, et là vous voyez, c'est ça le problème, c'est que le pion E5, il est peut-être un peu trop avancé et de coup c'est devenu une faiblesse. Là j'ai l'impression qu'il perd un pion déjà, avec D prend E5. Parce que j'attaque deux fois le pion, et il va le défendre qu'une fois après avec le cavalier. Donc ça c'est important ce thème. Hein. Quand vous avancez vos pions, il y a aussi le risque que, parce que comme les pions ne peuvent pas reculer, il y a le risque qu'ils soient avancés trop loin et que finalement c'est une faiblesse. Ok, c'est intéressant H3, c'est un joli coup parce qu'il se dit que le cavalier va bouger et comme ça après il pourra remanger E5 sans le perdre ce pion vu qu'il aura enlevé un attaquant. Mais ici je pense que j'ai un coup intermédiaire, E prend D4 qui est assez important parce que s'il prend en fait mon cavalier, moi je viens prendre l'autre cavalier. Et donc au final, ici je gagne quand même un pion. Si ce cavalier bouge, je bouge mon cavalier. Et au final, j'aurais quand même mangé deux pions dans l'histoire. Donc attention au coup intermédiaire, je pense qu'il a raté ce coup. Il s'est probablement juste dit que mon cavalier allait bouger, et que comme ça il pourrait remanger tranquillement le pion E5 sans se le faire capturer, vu que ce serait défendu une fois, attaqué une fois. Mais il a raté ce coup intermédiaire, reprend D4. Bon, du coup il mange mon cavalier, mais je mange le sien. Donc là, la position qui est déjà très très mauvaise pour mon adversaire. Il a manqué ce coup intermédiaire qui change tout. Maintenant, le problème, c'est qu'il a un pion de moins. Il a aussi le pion G4 qui est particulièrement faible sous le viseur du fou C8. Ok, il prend ici en D8. Je vais du coup reprendre.
Et là, c'est chaud pour lui parce que je menace ici C prend B2 et je menace en même temps le pion G4. Ok, il joue B3. Et du coup, je mange ici tranquillement le pion G4 et j'ai 2 pions de plus, il me semble. Ah non, j'ai même 3 pions de plus. Ouais, position perdante déjà pour mon adversaire. Avec cavalier D7, éventuellement préparer la poussée E5 pour prendre encore un peu plus le centre. Ok, il joue tour à D1. Et ici, je pense que je peux tranquillement prendre davantage d'espace avec E5. Quelque chose en mode E5, F6. Et avec un pion E5 et un pion en F6, je viens totalement dominer le cavalier F3 et le fou F4 qui seront totalement bloqués derrière la chaîne de pions que j'aurais formée. Donc voilà, c'est aussi ça mon but derrière cette prise d'espace. Ok, fou G5, et bah du coup on va faire un petit coup de F6, donc justement pour former cette jolie chaîne de pions. Et on va enchaîner avec peut-être ici... Alors il faut vérifier E4 bien sûr, qui potentiellement gagne une pièce. Mais sur E4 il peut faire K et D4 et le cavalier qui défend en arrière le fou, qui était attaqué par le fou G4. Donc ça a l'air d'aller. Je pense que je vais juste faire cavalier C5 pour activer un peu mon cavalier, libérer la voie pour ma tour. J'ai un peu l'embarras du choix ici, j'ai quand même 3 pions de plus, des pièces plus actives, plus d'espace. J'ai tout qui est mieux en fait. C'est pas facile quand on a trop de choix en fait. Ok, il échange les tours, je prends. Ça me dérange pas d'échanger les tours, parce que j'ai les 3 pions de plus. Donc les finales sont quand même très gagnantes pour moi. Ok, il joue tour 1, c'est un peu bizarre ce qu'il a fait, parce qu'il me donne du coup totalement le contrôle de la colonne D. Mais bon. Ok, on va jouer... Alors j'allais dire roi F7, mais c'est un mauvais coup, roi F7, attention, parce que K prend E5, échec, F prend E5, fou prend G4, je perds un pion. Donc pas roi F7. Ok, je vais juste jouer cavalier E6, je pense. Voilà, comme ça, potentiellement, le cavalier qui va arriver sur les cases F4, D4, qui sont assez actives. Très intéressantes pour mon cavalier. Bon, je cherche pas à pousser mes pions E5 et F6 davantage, parce qu'en fait, ils sont très bien placés là où ils sont. Parce qu'en fait, ce pion, par exemple, restreint cette case, qui empêche le cavalier de bouger. Ce pion contrôle ces deux cases, qui empêche aussi le cavalier F3 de bouger. Bref, ces deux pions dominent le cavalier F3. De même, ces deux pions créent une muraille qui fait que le fou H4 tape vraiment sur du roc. Et finalement, du coup, ces deux pions qui font que à la fois le fou H4 et le cavalier F3 sont totalement hors jeu. Donc du coup, je les bouge pas ces pions. Ok, je vais faire un petit coup de H5. Juste au cas où, parce que je sais pas, peut y avoir des découvertes entre ce fou et ce fou avec des cavaliers qui partent. Et comme ça, H5 tranquillement, ça vient défendre le fou G4. Bon, ici, je vais pas me priver quand même pour faire fou prend F3 et doubler ses pions. Ça fait plaisir. Et attention, ici, G prend F3, on a ici un thème tactique, celui des pièces enfermées. Alors, est-ce que vous le voyez avant que je le joue? Je vous laisse quelques secondes. Ici, il y a une pièce blanche qui manque cruellement de cases. Et en fait, oui, je sens que vous l'avez, c'est le fou H4. Et je joue G5 en fait. Et suivi de H4. Et en fait, le fou G3 qui est enfermé. Ok, bon, du coup, il donne le fou. Bah oui, parce qu'il est enfermé. Mais bon, c'est dur de choisir entre la peste et le choléra. C'est ça qu'on dit, non? Ok, là, du coup, pièce de plus. Pion de plus, pièce plus active, tout est bien. C'est fini là. On améliore le roi, on l'active. J'aime pas trop ce qu'il fait là. Je trouve que son roi va se faire mater. J'arrive. Ça arrive là. Je pense que ça va se finir en mat en fait, cette partie. Le roi est... Donc ça, mais attention, le roi, c'est pas parce qu'on est en finale que ça y est, le roi peut se balader où il veut. Quand il y a quand même
beaucoup de pièces, et notamment des pièces qui sont les tours. La tour, c'est quand même une pièce lourde. C'est quand même une puissance de frappe qui est phénoménale. Donc voilà. Ici, en réalité, le roi blanc est très très faible. Il est au bord de l'échec et mat. Alors même qu'il n'y a plus les dames. Donc attention, c'est pas parce qu'on est en finale que on peut balader son roi n'importe où. D'ailleurs, le grand maître Yusupov fait une distinction entre milieu de jeu sans dames et finale. Pour lui, les finales, c'est les positions où le roi... C'est les positions où il n'y a plus les dames et les rois sont en sécurité. Et le milieu de jeu sans dames pour Yusupov, c'est les positions où il n'y a plus les dames, mais les rois sont fragiles. Donc cette distinction est importante. Parce qu'on ne joue pas de la même façon. Donc Yusupov, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un grand maître allemand, qui était soviétique, enfin qui est toujours, et qui était l'élève de Mark Dvoretzky, qui est l'un des plus grands entraîneurs d'échecs de tous les temps. Et voilà, je vous l'avais dit, ça finit en échec et mat. C'est parti, KIE 2. Ouais, donc ça, intéressant. C'est-à-dire que, voilà, attention, les finales, c'est vrai qu'on active le roi en général en finale, parce qu'il y a moins de chances qu'il se fasse mater, parce que les dames sont plus sur l'échiquier. Donc le bénéfice qu'apporte un roi centralisé est meilleur que le risque très faible qu'il a de se faire mater. Mais, donc vous voyez, dans la littérature, par exemple, on a distingué... Yusupov distingue milieu de jeu sans dames et finale. C'est quoi la différence? Les deux, c'est des positions sans les dames, mais milieu de jeu sans dames pour Yusupov, c'est quand les rois sont en danger, et finale pour Yusupov, c'est quand les rois sont pas en danger. Ici, en réalité, le pion H4, bah, ça protège le roi blanc en réalité. Donc en fait, en le mangeant, ça affaiblit vachement le roi. Mais bon, en même temps, la position, là, j'ai une pièce de plus, donc c'est pas non plus très critique. Mais bon, c'était un prétexte pour parler de ça. Ok, 91, et bah voilà, c'est solide. Ok, ici, on se fait la petite pirque. Donc voilà, la pirque, ça peut vous plaire. Franchement, si vous voulez un répertoire qui se casse pas la tête, contre 4, vous jouez la pirque, contre D4, vous jouez l'Est indienne. Parce que là, vous voyez, c'est la pirque. C'est comme ça c'est la pirque. Et en fait, sur D4, vous jouez les mêmes coups et c'est l'Est indienne. Donc en fait, le combo pirque Est indienne peut être très intéressant, si vous voulez un répertoire facile, qui marche contre les deux coups. Ok, donc là, on est dans la pirque. Et ici, voilà, il a joué KIF3, qui est un bon système, mais pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est ce qu'on appelle l'attaque autrichienne, qui commence avec F4, pour rajouter un pion de plus au centre. Ça peut faciliter les poussées E5. Et aussi, contrairement à la partie, quand il va jouer E5, du coup, grâce au pion F4, le pion E5 ne sera pas faible. Ça, l'attaque autrichienne, c'est très dangereux. C'est une ligne qui cherche vraiment à réfuter la pirque. Donc là, vous voyez, il y a quand même 5000 parties, encore 3000 parties là. C'est la ligne, l'une des lignes les plus dangereuses contre la pirque, l'attaque autrichienne. Voilà. Donc pour ceux qui jouent E4 et qui ont rien contre la pirque, ça peut vous intéresser, ça, l'attaque autrichienne, à regarder. Mais bon, il a fait le choix de KIF3, voilà, qui n'est pas forcément le plus dangereux. Et voilà, C6, B5, assez thématique. Finalement, là, voilà, une partie qui se passe plutôt bien ici. Bon, bien sûr, un petit plus pour lui, c'est la pirque en même temps. C'est pas une ouverture qui est jouée à haut niveau. Il y a des raisons, parce que quand même, on laisse tout le centre au blanc. Mais ça peut être, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un bon combo, quoi. Pirque Est indienne, si vous voulez un répertoire avec les mêmes plans peu importe que l'adversaire joue E4 ou D4. Ça peut vous plaire. Et voilà, vous en savez désormais plus sur la défense pirque. Je vous propose de passer à l'Est indienne. C'est le même genre de système avec le fou en fianchetto. Ça pourrait vous plaire et comme ça, il y aurait une cohérence globale dans votre répertoire contre à la fois E4 et D4. Je vous mets le lien d'une petite partie pédagogique sur l'Est indienne juste au-dessus. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!